Bienvenue sur Canal Newman. Aujourd'hui, on se plonge dans l'un des processus électoraux les plus fascinants et complexes au monde, l'élection présidentielle américaine. Et pourquoi cela nous concerne-t-il, me direz-vous? Parce que le résultat de cette élection pourrait bien changer l'avenir de nombreux aspirants à l'immigration, notamment ceux qui rêvent de la Green Card. Vous souvenez-vous que sous Donald Trump, le programme de la DV Loterie avait été suspendu, limitant les chances pour des milliers de candidats? Alors si Trump revenait au pouvoir, pourrait-on voir une nouvelle suspension de la DV Loterie? Aujourd'hui, nous allons explorer cette question. Saviez-vous qu'il est possible de devenir président des États-Unis sans obtenir la majorité des voix des citoyens? Cela paraît incroyable, mais c'est la réalité. Ce phénomène, qui a marqué les élections de 2016 et de 2020, est rendu possible par le système des grands électeurs. En 2016, Donald Trump a remporté l'élection malgré un nombre de voix inférieur à celui de sa rivale Hillary Clinton. Puis, en 2020, Joe Biden a été élu malgré un climat tendu où Trump a refusé de reconnaître sa défaite. Mais alors, comment ce système fonctionne-t-il vraiment? Aux États-Unis, un mandat présidentiel dure 4 ans et ne peut être renouvelé qu'une seule fois. Les citoyens ne votent pas directement pour le président, mais pour des grands électeurs qui, eux, désignent ensuite le président. Ce système de suffrage universel indirect existe depuis la fondation du pays et est profondément ancré dans la tradition américaine. Le jour de l'élection est fixé au mardi suivant, le premier lundi de novembre. Pourquoi un mardi? Cette tradition remonte à une époque où les citoyens ruraux devaient respecter le dimanche, jour du Seigneur, avant de se rendre aux urnes le lendemain. Le président élu ne prend toutefois officiellement ses fonctions que le 20 janvier, lors de l'inauguration Day. Le paysage politique américain est dominé par deux grands partis, le Parti démocrate, représenté en bleu, et le Parti républicain, en rouge. Pour être élu, un candidat doit obtenir au moins 270 des 538 grands électeurs disponibles. Autrement dit, ce n'est pas le vote populaire qui compte, mais bien le nombre de grands électeurs que chaque candidat parvient à obtenir. Certains États, appelés swing states, jouent un rôle crucial dans l'issue des élections. Ce sont des États où le soutien au Parti républicain ou démocrate varie d'une élection à l'autre, rendant leurs résultats imprévisibles et déterminants. En 2016, la Floride, avec ses 29 grands électeurs, a basculé en faveur de Trump, surprenant beaucoup d'observateurs. En 2020, ce sont des États comme la Pennsylvanie, le Michigan et la Géorgie qui ont été décisifs pour la victoire de Biden. Aux États-Unis, la plupart des États appliquent un système de « winner takes all ». Le candidat qui remporte la majorité des voix dans un État rafle tous les grands électeurs de cet État. Ce principe favorise les candidats capables de remporter les bons États, ce qui pèse lourd dans le comptage final des grands électeurs. C'est ainsi que Trump a gagné en 2016 et que Biden l'a emporté en 2020. Avant d'en arriver aux élections générales, chaque parti organise des primaires et des caucus pour sélectionner leurs candidats. Ces étapes mobilisent des millions, voire des milliards de dollars, car les campagnes électorales sont coûteuses et demandent des ressources importantes. En 2020, malgré la pandémie, les partis ont dépensé des sommes colossales pour rallier leurs électeurs, soulignant l'importance du financement en politique américaine. Après le vote, le Congrès doit certifier les résultats de l'élection lors d'une session qui a lieu chaque 6 janvier. Mais en 2020, un événement sans précédent a secoué le monde entier. Refusant d'accepter sa défaite, Donald Trump a contesté les résultats, entraînant ses partisans à envahir le Capitole le 6 janvier 2021, alors que les élus s'apprêtaient à certifier la victoire de Joe Biden. Cet assaut a non seulement marqué les esprits, mais il a aussi soulevé de sérieuses questions sur la résilience de la démocratie américaine. Le 20 janvier, le nouveau président prête serment au Capitole, marquant l'aboutissement de ce processus électoral unique. Ce jour, riche en symboles, incarne la résilience de la démocratie américaine, qui continue d'inspirer et de fasciner le monde, malgré ses défis et ses controverses. L'immigration reste un enjeu central de la politique américaine, et durant son mandat, Donald Trump a exercé ses pouvoirs exécutifs pour imposer des restrictions temporaires sur l'entrée aux États-Unis. En 2020,
Il a invoqué plusieurs proclamations présidentielles pour suspendre l'entrée de diverses catégories d'immigrants et de non-immigrants, y compris les bénéficiaires de la dévéloterie, en invoquant des motifs de sécurité économique et nationale. Ces décisions s'appuyaient sur l'Immigration and Nationality Act, l'INA, qui permet au président de restreindre l'entrée sur le territoire américain de certains étrangers jugés potentiellement préjudiciables aux intérêts des États-Unis. La section 212F de l'INA confère effectivement au président le pouvoir de suspendre l'entrée de catégories spécifiques d'étrangers pour des motifs de sécurité nationale ou d'intérêt économique. En pleine pandémie de Covid-19, Trump a utilisé cette disposition pour justifier un blocage temporaire de divers types d'immigration, y compris les visas de travail et certains visas familiaux, dans le but de protéger le marché de l'emploi américain. Cette mesure incluait les bénéficiaires de la dévéloterie, laissant des milliers de gagnants dans l'incapacité d'entrer aux États-Unis malgré leur sélection au programme. Peut-on imaginer une nouvelle suspension de la dévéloterie? En théorie, oui, un futur président pourrait invoquer les mêmes bases légales pour suspendre la dévéloterie ou d'autres formes d'immigration, sous réserve qu'il puisse justifier ces restrictions par des arguments de sécurité nationale ou de protection économique. Toutefois, ce pouvoir n'est pas absolu. Les décisions présidentielles peuvent être contestées devant les tribunaux, comme cela a été le cas pour plusieurs des restrictions migratoires de Trump. Par exemple, son Muslim ban a été partiellement invalidé puis modifié à plusieurs reprises à la suite de longues batailles judiciaires. Cela démontre que la durée et la portée de ces mesures sont souvent soumises à l'examen judiciaire, notamment sur leur constitutionnalité. Pour suspendre temporairement la dévéloterie, un président pourrait recourir à l'INA. Cependant, pour une interdiction permanente, une intervention du Congrès serait nécessaire, car la dévéloterie est inscrite dans la loi américaine. Cela implique que toute tentative de suppression définitive du programme nécessiterait un changement législatif, un processus complexe et incertain. En revanche, dans un contexte de crise économique ou de chômage élevé, un président pourrait invoquer des arguments économiques pour justifier des restrictions temporaires, dans le but de limiter la concurrence pour les emplois ou de protéger les ressources publiques. Pourquoi cela affecte particulièrement la dévéloterie? La dévéloterie, contrairement au visa de travail, ne sélectionne pas ses candidats en fonction de qualifications professionnelles spécifiques ou de compétences directement liées aux besoins du marché du travail. En période de récession ou de crise, ce programme peut donc sembler moins prioritaire que les formes d'immigration qualifiée, orientées vers les besoins économiques. Dans un climat économique difficile, un gouvernement axé sur la protection de l'emploi national pourrait considérer la dévéloterie comme moins essentielle et prioriser d'autres formes d'immigration. Si un président ayant une approche protectionniste revenait au pouvoir dans un contexte économique tendu, il pourrait, en effet, s'appuyer sur l'INA pour restreindre temporairement la dévéloterie, avec les mêmes justifications économiques invoquées par Trump en 2020. Cette flexibilité offerte par la loi leur permettrait d'adapter les restrictions à la situation économique, sans nécessiter l'approbation du Congrès, bien que ces décisions pourraient toujours être soumises à des recours judiciaires. En somme, l'état de l'économie américaine joue un rôle crucial dans les décisions migratoires, en particulier pour des programmes comme la dévéloterie, qui ne sont pas directement liés aux besoins du marché du travail national. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre le processus électoral américain et ses possibles répercussions sur la dévéloterie. Si ce sujet vous a intéressé, n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo. Merci pour votre fidélité, prenez soin de vous, et à très bientôt sur Canal Newman.